Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer. Les retardataires nous rattraperont au fur et à mesure. J'espère que tout le monde nous entend bien. Les intervenants sont au complet, donc nous allons pouvoir commencer ce webinaire sous un format un peu étrange, évidemment, toujours particulier de se parler chacun de chez soi. Mais nous sommes ravis de pouvoir quand même communiquer avec vous en ces temps. Donc, je voulais vous rappeler, avant de commencer et de prendre la parole avec Pierre Darmé, que c'est un événement co-organisé par Arpas-Trans et notamment son pôle biodiversité, qui s'appelle Gondwana, et que j'ai le plaisir de diriger, et le CIBI, Le Vivant et la Ville, qui est une association loi 1901 pour la promotion de la biodiversité dans le secteur de l'immobilier, mais Pierre en dira un petit peu plus. Avant de commencer, je veux également remercier Sabine Desnaux et Olivia Conny de Lacoste, que je présenterai avec leurs photos un peu plus loin. Merci de votre intervention dans ces conditions un peu particulières. Et puis, en termes de technique, je dois vous informer également que cette intervention est enregistrée. Alors, le lien ne sera pas public, mais nous devons quand même vous prévenir. Et puis, à la fin, nous pourrons récolter vos questions-réponses par écrit, auxquelles les intervenants pourront répondre oralement. Puisque à 200, on va avoir un peu de mal à récolter les questions oralement. Donc, toute cette idée de série est née d'un échange que nous avons eu avec le CIBI au vu de l'actualité un peu brûlante autour de la biodiversité. Vous savez que pendant le confinement, on a beaucoup parlé de la nouvelle place qu'a pris la nature. Nous avons eu l'appel des 30 grands investisseurs, notamment parmi 4 géants français de l'investissement qui ont fait un appel pour une mesure d'impact de la biodiversité avec des indicateurs, ce qui est une petite révolution quand même, je trouve, sur le sujet. Une prise de conscience majeure auprès du public que nous illustrerons un peu plus loin. Et donc tout ça nous a motivés avec Pierre notamment, mais tout cet écosystème du CIBI de se poser la question de comment la biodiversité va évoluer, quels sont ses défis pour les mois à venir et comment le label et les labels biodiversité peuvent y répondre. Et nous avons concocté une série de webinaires. Alors merci Pierre pour le vocabulaire netflixien de la présentation, avec évidemment un premier épisode sur le label biodiversité original, qui est le label construction. Et puis nous allons vous parler un peu plus tard, fin juin, du label Biodiversity Life, et ensuite, à la rentrée, certainement, des labels Biodiversity Ready. Alors, on vous expliquera un peu plus loin dans la présentation. Si ça ne vous parle pas du tout, vous en saurez plus aujourd'hui quand même. Et puis, on ne s'interdit pas un épisode 4 de synthèse en fin d'année. Pierre, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus. Non, tout va bien. Tout va bien. Bonjour à toutes et à tous qui nous avaient rejoints depuis tout à l'heure. Exactement. Et donc cette première partie, nous l'avons préparée avec le CIBI autour du label construction. Ce label existe depuis 6 ans. Donc finalement, moi j'ai toujours ce vocabulaire de nouveau label. Je dis souvent que c'est un nouveau label. Finalement, il est plus si nouveau que ça au bout de 6 ans. Donc il était temps, je pense, de faire un temps de réflexion, de capitalisation sur ce sujet. Et donc, Pierre Darmé, qui est directeur marketing et développement commercial des Jardins de Galie, mais surtout secrétaire général du CIBI aujourd'hui, va nous donner un petit peu la vision du CIBI sur ces sujets.
et sur cette historique finalement qui a ce label Biodiversity Construction. Et puis, nous aurons la parole des maîtres d'ouvrage qui nous éclairera sur ces retours d'expérience. Et je remercie encore une fois Olivia Conny-Lacoste, directrice développement durable de Bouygues Immobilier, et Sabine Desnaux, directrice exécutive R&D, innovation et RSE chez Gecina pour leur présence et leur participation active. Et c'est l'occasion également de saluer Bouygues Immobilier et Gecina pour leur engagement précoce dans l'aventure Biodiversity, puisque les deux ont porté des projets pilotes en 2014 au tout début de l'aventure Biodiversity et ont été parmi les tout premiers projets labellisés. Et puis, j'oublie toujours de me présenter, moi, Tolga Koskoun, donc directeur de l'équipe Biodiversité d'Arpas France. Donc, très rapidement, je me permets de vous présenter Arpas France en quelques mots. Nous sommes un cabinet de conseil en immobilier. Nous nous sommes donnés pour objectif d'accompagner les transformations de ce secteur qui sont nécessaires aujourd'hui. Nous sommes vraiment à la croisée des chemins. Un certain nombre d'enjeux sociétaux, environnementaux, écologiques majeurs. Et nous voulons être acteurs de ces transformations. Et donc, avec nos 90 collaborateurs, nous œuvrons pour ces transformations et ces changements nécessaires. Nous avons développé notre activité autour de quatre pôles. Nous avons un pôle d'immobilier responsable qui, à travers l'ingénierie environnementale et la résilience, les stratégies d'adaptation, notamment au changement climatique, accompagne tout le secteur. Nous avons un pôle de design et d'aménagement qui, à travers la conception des espaces intérieurs, met en adéquation les stratégies, les cultures d'entreprise avec leurs espaces et avec toute une culture de l'accompagnement au changement notamment. Nous avons un pôle conseil innovation qui, très en amont, accompagne les stratégies et les politiques immobilières et insuffle finalement toutes les transformations que nous voulons apporter dans le secteur de l'immobilier à travers des programmations innovantes sur le sujet. Et puis, pour la fin, évidemment, la biodiversité et la biophilie, qui est un pôle d'expertise à l'origine et qui a engagé un décalage, un shift de plus en plus évident sur non pas centré uniquement sur la faune, la flore, la biodiversité, mais qui va se trouver un positionnement de plus en plus marqué sur l'ingénierie du vivant et sur le rôle justement que peut porter le vivant à travers le paysage, mais pas que, sur les grands sujets et les grands enjeux de la ville, que ce soit en termes de résilience, que ce soit en termes d'esthétique, de biophilie, etc. Et donc pour ça, évidemment, cela se traduit en termes d'infrastructures vertes, toute une réflexion sur les infrastructures vertes qui peuvent remplacer ou contribuer aux infrastructures grises de la ville, une réflexion sur les paysages, une réflexion sur le changement climatique, les stratégies d'entreprise qui vont accompagner tout ça, évidemment, en amont, la biodiversité grise, je vous en reparlerai un peu plus loin. Et puis, nous n'oublions pas de mettre l'utilisateur, la personne au centre de nos réflexions à travers toute une approche de médiation nature ou d'animation nature. Voilà. Et puis, je voulais également souligner le lien que nous avons avec le CIBI depuis ses débuts. Nous participons pleinement à la gouvernance de l'association en étant administrateur et nous avons 5 assesseurs biodiversité qui sont actuellement assesseurs, donc accrédités par le CIBI pour réaliser des accompagnements biodiversité. Et c'est pour ça, c'est à ce titre que je vous parlerai un peu plus loin du label Biodiversity d'ailleurs. Et puis, nous avons réalisé, ou nous sommes en train de réaliser plutôt le label Biodiversity Life pour le compte du CIBI. Donc, c'est une aventure importante pour nous et pour le CIBI et je pense pour le secteur de l'immobilier. Voilà, Pierre, je peux te laisser la parole pour présenter le CIBI ou tu veux le faire tout à l'heure, comme tu veux. Ce serait mieux de le dire maintenant peut-être. Alors, je peux dire quelques mots. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous nous entendez bien et si vous nous voyez.
chacun dans notre cadre respectif. Donc le CIBI, c'est un acronyme qui signifie Conseil international biodiversité et immobilier, qui est une association, loi 1901, qui a été créée fin 2013 autour de 7 membres fondateurs et qui aujourd'hui regroupe 80 structures réparties dans différents métiers qui sont tous acteurs de la ville et de la biodiversité. Il va y avoir les constructeurs, les foncières, les promoteurs, on va dire l'ensemble des acteurs de l'immobilier jusqu'aux utilisateurs, et puis celles et ceux qui conçoivent les espaces habités et de nature, les maîtres d'œuvre, les architectes, les paysagistes concepteurs, les associations de protection de la nature, les conseils comme Arpastrans, et ils sont nombreux dans l'association qui intègrent la compétence d'écologie urbaine, et puis également les entreprises qui vont gérer ces espaces, qu'elles soient dites d'espaces verts, de paysages ou d'agriculture urbaine, mais aussi de services plus globaux à l'environnement. Et donc, l'association CIBI fédère l'ensemble de ces acteurs et les regroupe dans différents collèges. Et puis, un objet qui est double, qui est à la fois de promouvoir la biodiversité urbaine, en particulier entendu comme le lien entre les citoyens et la nature, le sujet étant évidemment de favoriser des continuités écologiques, mais également de satisfaire à un certain nombre d'aménités, qu'elles soient environnementales, mais aussi sociales, de liens individuels, on parle même d'expérience de nature avec le vivant, et puis de liens collectifs par le biais du contact avec le vivant. Il ne s'agit pas de prétendre sauver la nature en intégrant la biodiversité, comme vous allez le voir aujourd'hui, à l'échelle d'un îlot bâti. Ce serait très présomptueux et relativement greenwashing. Il s'agit en revanche de faire en sorte que chacun vive le plus connecté au vivant, avec comme corollaire le fait que plus on vit connecté à la nature, plus on la protège. Et donc, le fait de multiplier les points de contact avec le vivant participe de notre prise de conscience et de notre action individuelle et collective pour l'environnement. Mais je crois qu'il y a quelques diapos qui reviennent un petit peu plus longuement après. Peut-être qu'on peut passer à la… Je crois que dans l'ordre, tu avais les enjeux, Tolga, et puis je reviens un petit peu plus en détail, oui, si ça vous va. Entendu. Parfait. Effectivement, merci Pierre. Je voulais dire quelques mots sur les enjeux du secteur de l'immobilier. Alors, je pense que rien que sur ce sujet, nous aurions pu passer 1 ou 2 heures. Donc, forcément, c'est un trait de crayon un peu grossier et il est influencé par l'actualité. Mais ça nous permet de poser quelques défis, quelques questions pour la suite de cette présentation. Moi, j'ai été très interpellé par l'importance qu'a pris le sujet de la nature pendant le confinement. Je pense qu'un certain nombre d'informations positives ont été nécessaires dans cette période difficile et on a vu une explosion d'informations, de Twitter, de photos autour de ce retour de la nature dans la ville que nous avons finalement abandonné de notre côté. Il y a eu beaucoup de fantasmes, beaucoup de fake news aussi. On a vu des choses qui nous ont pas mal interpellés. Certains ont même fait des boutades. Alors évidemment, vous verrez la date de publication de cet article qui en fait une boutade. Pour autant, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, des énormités qui ont été assénées et je pense notamment, on a dit qu'on avait vu des dauphins dans la baie de Venise, ce qui n'était pas vrai puisque les vidéos étaient en Sardaigne et on a vu le loup à Paris presque. Ce n'est pas encore le cas, ça pourrait arriver un jour. Donc beaucoup d'exagération. Pour autant, il y avait certaines vérités dans tout ça. On a vu effectivement des canards se promener, des colverts se promener dans Paris. On a revu des renards au cimetière du Père-Lachaise. On a vu des boucs
en Angleterre, on a vu le loup sur les pistes de ski, etc., etc. On a revu des oiseaux chanter sur notre balcon. Pour autant, et ça, Pasteur l'a démontré au milieu du 19e siècle, la génération spontanée n'existe pas, les espèces n'apparaissent pas comme ça soudainement dans un endroit. C'est toutes ces espèces que nous avons vues et qui ont eu une fenêtre de tir, on va dire, pendant ce mois et demi. Elles étaient présentes dans la ville ou à sa proximité et elles s'étaient adaptées à une vie urbaine. Je prends l'exemple du renard. Le renard est une espèce diurne à l'origine, donc qui a une activité de jour, et elle s'était adaptée à la ville en modifiant son comportement et en devenant une espèce nocturne. Et en fait, pendant le confinement, le renard est redevenu une espèce diurne, et c'est pour ça que nous l'avons observé, mais il a toujours été là. Donc tout ça pour dire que laisser une place à la nature est effectivement intéressant. Elle est présente en ville. Je pense que ce constat est quand même intéressant à établir. Il y a une certaine biodiversité en ville qui n'attend que de pouvoir s'exprimer. Et nous avons une opportunité peut-être à pouvoir la favoriser ultérieurement. Et peut-être que c'est l'occasion de ne pas revenir comme c'était avant. Il y a également, et sur ça, il n'y a pas encore assez d'études sociologiques qui ont été menées, mais il faut laisser à la science le temps de faire son travail. Mais nous avons bien vu que les jardins, même si cette illustration, à mon avis, n'est pas la meilleure, a été un élément de résilience sociale très fort pendant le confinement. Et donc, c'est un lien qu'il faudra qu'on explore aussi et savoir comment le secteur de l'immobilier doit répondre à cette attente, à ce besoin de jardins, d'espaces verts privatifs ou collectifs. Et puis, nous avons vu qu'il y a eu une petite reprise, une acculturation naissante des urbains à leur biodiversité de proximité, à leur nature de proximité. La LPO à jouer le jeu, à lancer un challenge d'observation des oiseaux depuis les fenêtres. Et les urbains ont redécouvert finalement qu'il y avait une nature de proximité. Donc c'est assez intéressant de le souligner et puis peut-être de le reprendre. Donc au vu de ce premier constat un peu trop rapide, encore une fois, et je m'en excuse, nous pouvons relever un certain nombre de défis, certains qui découlent directement de ce que je viens de dire et d'autres qui sont plutôt des questionnements personnels. Tout d'abord, je pense que nous pouvons travailler sur l'augmentation des habitats favorables dans la ville, des habitats favorables pour l'humain, et effectivement, pour augmenter la résilience sociale, mais toujours également pour la biodiversité. Et ça, que ce soit dans les jardins, que ce soit sur les enveloppes, il faut continuer cette réflexion de l'augmentation de cet espace disponible, de ces jardins en ville, dans la ville qui va devenir normalement de plus en plus dense. Réfléchir à la diminution des impacts des activités humaines, que ce soit en termes de pollution sonore, de pollution lumineuse, de l'impact du vitrage, de toute la chimie que nous apportons dans la ville et qui a un impact sur notre santé comme celle du vivant. De travailler cette acculturation au vivant qui est nécessaire. Pierre l'a dit, l'objectif numéro 1, je pense, de l'écologie urbaine, ça va être de reconnecter les urbains à la nature, de travailler sur cette amnésie environnementale. Et pour ça, nous avons des moyens, nous avons des méthodes et des experts pour le faire, donc il faut continuer à le faire. Il faut effectivement travailler aussi sur la résilience, travailler sur le changement climatique aussi, s'appuyer sur le vivant pour créer des îlots de fraîcheur en ville, pour travailler sur la dépollution, pour travailler éventuellement sur l'autonomie alimentaire des villes. On ne produira pas en ville assez d'alimentation pour être autonome, mais nous pouvons augmenter un petit peu notre autonomie. Et puis évidemment, socialement, on peut travailler sur énormément de sujets, notamment les services culturels. Cette question de la biodiversité et de la santé est clé, était déjà clé avant l'épidémie que nous avons vécue, mais effectivement, elle pose plusieurs questions. Alors, il y a plusieurs choses quand on parle de biodiversité et santé. Il y a les apports du vivant, de la biophilie à notre bien-être,
à notre confort, à notre productivité. Et là, nous avons des éléments chiffrés qui viennent établir des faits scientifiquement prouvés. Et donc, le design biophilique a de beaux jours devant lui et nous devons continuer ces efforts dans l'immobilier. Et puis, il y a tout un champ à explorer autour de ce qui s'est passé, du rôle de la biodiversité. Je n'oublie pas cette tribune d'experts, de scientifiques qui ont accusé la biodiversité d'être responsable de l'épidémie. Je pense que c'était un trait un peu facile. Et il faut pouvoir explorer, comprendre tout ça. Et donc, voilà, je pense qu'il y a des choses à apprendre. Et puis, ma marotte, je n'oublie jamais d'en parler, la biodiversité grise, les impacts cachés des matériaux de construction sur la biodiversité. On peut pas absoudre le secteur de l'immobilier de regarder ces impacts ailleurs. Là, j'ai pris l'exemple du granulat à gauche et puis d'une décharge du BTP à droite. Il faut regarder sur le cycle de vie du bâtiment, ses impacts un peu partout. Voilà, cette introduction un peu rapide, encore une fois, je m'en excuse, mais je ne voulais pas prendre le temps de parole de Pierre. Tout va bien, Tolga. Ah, ça résonne un petit peu. Voilà. Alors, rapidement, pour compléter la présentation du CIBI avec un historique qui permettra aux uns et aux autres de le mettre en perspective. Simplement pour corroborer ce que nous dit Tolga, quelques éléments extrêmement importants. Effectivement, l'enjeu climatique est à peu près bien compris et circonscrit, même s'il y a encore beaucoup à faire. L'enjeu de biodiversité est au moins aussi important, son érosion est massive. La disparition annoncée d'1 million d'espèces est un sujet, mais la diminution, par exemple, de 70% de la biomasse, c'est-à-dire du poids d'insectes en Allemagne, c'est-à-dire à notre porte, observée en une dizaine d'années, ces deux faits-là doivent nous interpeller. D'un côté, on a une disparition d'espèces, donc d'éléments emblématiques pour certains, d'autres plus ordinaires de la diversité du vivant. Et la diminution des effectifs, c'est la diminution du nombre d'individus dans chacune de ces espèces. Ces deux faits-là sont majeurs et ils ont des conséquences très significatives, à la fois sur la capacité du vivant à s'adapter, parce qu'on le voit avec les crises, c'est valable aussi en économie, la diversité permet de mieux s'adapter, mais c'est aussi un enjeu vis-à-vis de la résilience technique des villes face à l'environnement qui évolue grandement, à ces canicules, et donc pouvoir proposer dès demain des îlots de fraîcheur, mais aussi à la recrudescence d'inondations qui, elles, sont très courtes, mais d'une intensité beaucoup plus forte. Et il y a un enjeu de médiatisation et de connaissance que le CIBI essaie de mettre en avant, puisqu'on parle jusqu'à 8 fois du changement climatique que de l'érosion de la biodiversité. C'est une étude que nous Bonjour, je crois qu'on a perdu Pierre. Je ne sais pas si je suis seul ou… Ah oui, effectivement, on me confirme qu'on n'entend plus Pierre. Il va se reconnecter, c'est les aléas du direct, évidemment. Je vais le laisser revenir tranquillement quand sa technique le permettra. J'essaie de passer les slides, voilà. Pierre qui avait une slide dédiée pour présenter l'association. Donc, l'objet de l'association, Pierre en a parlé. Une seconde, je vais essayer d'avancer. Voilà, les 80 organisations membres du CIBI sont réparties à travers les 8 collèges avec les membres fondateurs. Vous voyez la présence de Gessina, que nous avons mentionné tout à l'heure, et Bouygues Immobilier, sans être membre fondateur, avait son premier pilote et a contribué à l'émergence de l'association. C'est assez perturbant, je suis désolé, je ne sais pas si vous m'entendez en fait. J'ai l'impression de parler tout seul, c'est un peu compliqué. On t'entend, Tolga, on t'entend. Ah, merci. Merci Olivia de me confirmer.
Pierre, ce que je te propose, c'est de passer à la partie suivante. Et oui, tout à fait. On reviendra. Tout à l'heure. Désolée. On reviendra tout à l'heure, ça marche. Quand Pierre se reconnectera. Vous avez un petit teasing sur ces slides. Je voulais parler du label biodiversité. On vous a dit encore une fois que l'objet était de mettre à l'honneur ce label Biodiversity Construction qui existe depuis 6 ans. Nous avons aujourd'hui assez de recul sur le référentiel, sur les projets qui ont été labellisés pour sortir quelques éléments de valeur ajoutée, quelques leviers. Excusez-moi pour cette déconnexion. Ah, pardon. T'es en double, Pierre. Du coup, j'allais dire que j'allais présenter le label Biodiversity, mais je reviens en arrière. Non, mais je te laisse. Je suis sincèrement désolé pour cette rupture de connexion. Alors, est-ce que tout le monde m'entend? On t'entend, Pierre. Bon, alors, je vais essayer d'être bref et pardon pour notre auditoire pour cette déconnexion intempestive. J'espère qu'il n'y en aura plus. Donc, après cette mise en perspective, l'historique rapide du CIBI. En 2013, 7 entreprises, 7 membres fondateurs que je vais citer, Élan, la Caisse des dépôts, Bouygues Construction, la Ligue de protection des oiseaux, Gessina, qui est ici représentée par Sabine, mais aussi, je crois, dans l'assistance par Yves Dieulessin, qui à l'époque occupait cette fonction, Bolloré Logistique, dont Luc Monteil, président fondateur et en exercice du CIBI, était à l'époque salarié, et les Jardins de Galie ont créé cette association qui aujourd'hui a beaucoup grandi. Et je tiens à saluer Olivier Lemoine d'Élan, qui est à l'origine, en fait, avec Tolga à l'époque, d'un référentiel qui est devenu la moulinette technique que va vous expliciter Tolga, du label Biodiversity. Un label, c'est à la fois un outil technique, mais aussi un outil de valorisation. Donc, vous avez ici la répartition des membres, et donc c'est 80 organisations. Je vous invite à aller visiter le site internet CIBI-biodiversity, donc trait d'union biodiversity avec un C comme la ville.com, pour avoir de plus amples informations sur l'ensemble des membres que je ne citerai pas, ce serait une litanie un petit peu longue. Donc 2013, c'est la création de cette association avec, si on peut avoir la diapo d'après, un process de labellisation qui fait naître aussi et émerger si on peut juste revenir avant, des acteurs nouveaux et un métier nouveau que sont les assesseurs biodiversity. Donc l'assesseur, Tolga va vous l'expliquer, c'est un conseil, c'est une intuitie personnée, une personne qui a satisfait une formation et qui a passé un examen et qui est en capacité d'accompagner les maîtres d'ouvrage dans la labellisation de ces projets. C'est un indicateur intéressant. Nous avons commencé en 2014 les premières labellisations pilotes avec 3 assesseurs. Il y en a aujourd'hui plus de 80. Donc là aussi, une progression qui accompagne le nombre de projets que nous verrons tout à l'heure. Donc 2014, les premières labellisations. 2015, un élément important et assez fondateur pour poser les enjeux, les concepts et initier en fait cette filière d'acteurs, c'est le rapport commandité par le plan bâtiment durable à un groupe de travail bâtiment et biodiversité. Et là aussi, petit clin d'œil à Yves Dieulessin qui est dans l'assistance. L'ensemble des parties prenantes qui ont été citées ici ont participé à l'élaboration de ce rapport qui fait date depuis lors. Et puis ensuite, le CIBI va continuer sa vie avec des labellisations, avec des projets essentiellement dans l'Hexagone, mais aussi à l'étranger, des projets qui sont labellisés dans leur phase conception et puis qui, pour un certain nombre, sortent de terre et deviennent une réalité, ce qui amène, vous le verrez tout à l'heure, à des diversifications, notamment tout simplement penser ce que nous avons anticipé, mais qui se vit au quotidien, c'est-à-dire la vie des bâtiments, leur exploitation technique et le développement des usages au fur et à mesure du temps, c'est le Biodiversity Life, et puis aussi être interpellé par une autre échelle, par des maîtres d'ouvrage que sont les aménageurs à l'échelle du quartier. Et ça va donner Biodiversity Ready où les enjeux sont encore différents. Et l'association CIBI, suit donc 2 objectifs. Je crois que la diapo était avant et a été passée. Si on peut juste revenir 2 diapos avant, comme ça je n'oublierai rien et je ne me ferai pas tirer les oreilles. Voilà,
l'objet, donc je vous l'ai expliqué, promouvoir la biodiversité urbaine, mais c'est aussi permettre le rassemblement de ces acteurs pour développer les marchés qui y sont liés. Et si on passe à la diapo d'après, sur les niveaux d'action et les outils, je le disais avant la coupure, diffuser les connaissances et mobiliser l'écosystème autour de cette nouvelle filière. Donc, il y a des actions de sensibilisation, pour ne pas dire des actions d'influence. Un des résultats qu'on peut citer, c'est l'introduction du label Biodiversity dans le plan biodiversité de la ville de Paris, qui prévoit des labellisations sur son parc propriétaire, notamment, et qui promeut, alors attention aux mots, une biodiversité positive, c'est-à-dire que dans des lieux très urbains où on a un potentiel écologique relativement faible, de le rendre positif, de le développer. Développer les outils de mesure et de valorisation, en fait, c'est ce qui a fait naître l'association, mais qui est aujourd'hui un de ces outils. Ce sont les labels Biodiversity dont on va parler aujourd'hui. C'est une marque et c'est aussi un outil très concret qui permet à chacun, dans cet objectif de mobilisation des parties prenantes, en fait, de se raccrocher à du concret. Et puis, favoriser les retours d'expérience et diffuser les bonnes, j'ai mis des guillemets à bonnes parce que les bonnes pratiques sont définies par ceux qui les mettent en avant. Mais en tous les cas, montrer ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné, c'est une vocation importante qui est faite notamment de manière encore plus forte depuis 2018 et le rapprochement avec l'association Le Vivant et la Ville qui rassemble des spécialistes, dépositaires de savoir-faire parfois très précis entre l'analyse du sol et de l'eau pour la bonne croissance des végétaux de manière la plus économe pour les écosystèmes. Eh bien, chaque mois, nous avons des rendez-vous qui s'appellent les Vivants Jeudi et qui permettent à des membres ou à des experts externes, voire, et c'est très souvent le cas, les deux, d'échanger sur des problématiques concrètes, techniques et de diffuser à la fois des retours d'expérience et des concepts et des connaissances. Voilà. Donc, cet écosystème-là, il permet à la fois d'avoir des projets concrets labellisés et puis aussi des actions de mobilisation. Il y a quelques images à la fin et qui si on peut passer, voilà, comme ça après, c'était décousu, mais ça vous donne quand même un aperçu de l'association. Des actions de mobilisation, on voit ici Eric Orsena parmi les nombreux conférenciers que nous avons accueillis depuis quelques années, au MIPIM comme au CIMI ou dans d'autres lieux. Des prises de parole, Tolga parlait d'une tribune, ça a été aussi le cas de l'association l'année dernière avec une tribune qui a beaucoup mobilisé, qui est apparue dans le monde. Et puis vous avez en bas 3 images de projets. Tout à gauche, c'est le 52 Amsterdam, donc un ouvrage de Gessina dont Sabine parlera peut-être tout à l'heure. Vous avez un écoquartier à Genève au centre et puis le siège d'Eiffage, un siège d'entreprise qui est très biodiversity compatible à Vélizy-Villacoublay. Ce label, je ne vais pas en dire plus, c'est Olga qui va vous le présenter. Il est notamment appliqué à l'ensemble des sites de la Solidéo. Voilà une des actions aussi qu'a mené le CIBI pour faire valoir la biodiversité jusque dans des ouvrages très concrets. J'en ai terminé. Merci Pierre. Effectivement, comme pendant la coupure, j'avais un peu introduit cette partie, l'objectif que nous avions était bien de faire ce retour d'expérience, cette capitalisation autour du label Biodiversity. Après 6 ans d'exercice et de bons et loyaux services, peut-être qu'on l'a dit un peu vite, ça nous paraît assez évident des fois, il faut quand même rappeler l'objet de ce label. Il accompagne et il évalue la prise en compte de la biodiversité dans des opérations de construction et de rénovation lourde pour le secteur de l'immobilier. Donc, l'accompagnement se fait forcément par un outil pédagogique, c'est ce qu'on appelle la démarche, et l'évaluation doit s'appuyer sur une grille que l'on appelle le référentiel et qui est le squelette du label Biodiversity. Donc, il y a une grille technique assez complexe et que je vous présenterai. Et puis, tout ça est complété d'un outil de valorisation qui est le label, qui est le tampon bien mérité, mais le tampon qui vient récompenser les opérations et les maîtres d'ouvrage, évidemment.
Donc, vous voyez ici le logo Biodiversity et la question que je me pose finalement, quelle valeur a ce label Biodiversity pour le secteur de l'immobilier, pour la biodiversité et comment pourrait-on faire émerger justement un dialogue et une réflexion autour de cette valeur. Pour commencer, j'ai regardé les prérequis du label Biodiversity. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'on a trois prérequis qui sont formels, qui sont inscrits dans son référentiel, qui sont la réalisation d'une étude écologique et biophilique sur le site à construire. Donc, nous créons déjà une valeur en termes de connaissance de la biodiversité. Nous avons un accompagnement qui est obligatoire par un assesseur biodiversité qui est accrédité. Donc, nous avons des experts sachant qui accompagnent chaque projet Biodiversity. Donc, nous créons également une valeur à travers ça. Et alors, ça fait toujours étrange de le dire, mais le respect de la réglementation sur la protection des espèces est un prérequis du label Biodiversity, puisque cette protection des espèces n'est pas toujours respectée, pas forcément par mauvaise volonté, mais si nous ne savons pas qu'une espèce protégée était présente sur notre site, nous ne pouvons pas espérer la protéger. Et ensuite, ce que j'appelle moi les prérequis informels, ce n'est écrit nulle part, mais il est impossible de faire une labellisation biodiversity sans une réelle motivation de la maîtrise d'ouvrage. Ce n'est pas un tampon qu'on achète. Il est beaucoup trop compliqué pour qu'il soit juste achetable. Et donc, cette démarche, elle nécessite une implication de toutes les parties et notamment de la maîtrise d'ouvrage. Et puis, encore une fois, ce n'est écrit nulle part, mais si nous ne prenons pas en compte l'usager dès la conception, l'usager final, l'utilisateur, l'occupant final, je pense que nous ne pouvons pas espérer pouvoir faire un label biodiversité sur une opération. Donc, ces prérequis-là forment déjà un corpus de valeurs et d'ambitions qui forment la structure du label Biodiversity. Et puis ensuite, il y a évidemment son référentiel qui est le garant de la prise en compte d'un certain nombre de sujets. Nous avons 4 axes qui structurent le label Biodiversity et qui font son originalité. Les 2 premiers qu'on appelle des axes managériaux et les 2 derniers qui sont plutôt des axes de performance. L'axe 1, qui est l'axe de l'engagement ou du maître d'ouvrage, je vais l'expliquer un peu plus loin, donc je vais assez vite. L'axe 2, qu'on appelle l'axe de la maîtrise d'œuvre, essentiellement l'architecte et le paysagiste, éventuellement les VRD et d'autres BET, qu'on appelle l'axe du projet. L'axe 3, qui est un calcul, qui est le potentiel écologique, c'est l'axe de l'écologue. On se projette à 5 ans après la livraison des espaces verts pour voir quelle est la capacité ou la qualité d'accueil du vivant que nous avons mis en œuvre sur ce projet. Et puis l'axe 4 qui remet l'utilisateur au centre et qui permet de créer du confort, du bien-être, de la santé, des services pour ces utilisateurs. Avant de rentrer dans le détail de ces axes et pour vous aider à comprendre pourquoi il est important d'avoir cette réflexion par axe, je voulais revenir sur le système de performance, le système de notation du label Biodiversity. En fait, chacun des axes que je vous ai présentés est noté de A à E, A étant l'excellence dans le traitement de cet axe. Et pour être labellisé, il y a 2 conditions. Aucun des axes doit être à D ou à E, donc chacun des axes doit être traité moyennement. Et un des axes à minima doit être traité à l'excellence. Donc, les équipes projet doivent avoir choisi un axe et l'avoir traité à l'excellence. Et ensuite, donc ça nous donne un label niveau base. Et ensuite, on peut choisir d'avoir un niveau performant en ayant 2A, donc en ayant traité 2 axes à l'excellence. Et nous pouvons choisir d'avoir un niveau excellent en choisissant de viser l'excellence sur 3 ou 4 axes. Donc sur l'ensemble des axes. Et donc ça, c'est important parce que souvent, on me demande à quoi ressemble un bâtiment Biodiversity. Et en fait, cette réponse, elle n'a pas une seule, cette question, pardon, n'a pas une seule réponse, mais elle en a bien plusieurs. Et je vais essayer de vous le montrer. Si je prends axe par axe les valeurs que peut créer le label Biodiversity, quand on décortique cet axe 1, on voit que
il permet tout d'abord la création d'un programme écologique. Alors, tout acteur de l'immobilier sait que le programme est l'âme du projet. Et forcément, de ce programme découle l'ambition de la maîtrise d'ouvrage. Et donc, le label biodiversité, il permet de structurer cette programmation écologique et il permet également à la maîtrise d'ouvrage de s'entourer d'une équipe de maîtrise d'œuvre qui est capable de mettre en œuvre ce programme à travers les compétences et les références nécessaires pour le prouver. Il va également pousser la maîtrise d'ouvrage à acquérir une certaine connaissance de l'écologie du site et de son contexte, et notamment à travers l'étude écologique et biophilique que j'ai mentionné en prérequis. Il va permettre la mobilisation des parties prenantes du projet, des parties prenantes internes au projet, mais également des parties prenantes externes. Et je pense surtout à la collectivité territoriale, aux riverains éventuellement quand cela est pertinent, aux associations locales qui peuvent être des parties prenantes intéressantes pour le projet et qui vont d'ailleurs permettre finalement cet ancrage territorial du projet en faisant émerger des problématiques qui dépassent la parcelle à proprement parler. Et puis, sujet assez compliqué pour un label en conception-construction, c'est l'anticipation de l'exploitation qui est attendue de la maîtrise d'ouvrage quand l'excellence est visée dans cet axe 1. Il est nécessaire que soient anticipés un certain nombre de sujets sur comment faire vivre des jardins qui ont été conçus écologiquement, comment suivre la biodiversité du site sur plusieurs années pour éventuellement modifier les pratiques de gestion de ce site et faire vivre également tous les services culturels qui ont été anticipés dans l'axe 4, j'y reviendrai. Et donc là, je vous ai donné un exemple d'un projet que nous avons eu la chance d'accompagner. C'est le centre commercial Cap 3000 qui a été rénové et livré cette année d'ailleurs. Et ce centre commercial, il avait un gros problème ou un gros avantage, je ne sais pas comment dire ça, mais il était situé dans un milieu extrêmement riche qui est l'estuaire du Var, en termes de biodiversité, et donc il se devait évidemment de bien prendre en compte le sujet. Et ce qui a été bien fait, entre autres, hein, je n'illustre que les sujets de l'axe 1 ici, c'est ce travail très en amont qui a été fait avec les écologues locaux, avec plusieurs bureaux d'études, avec la Ligue pour la protection des oiseaux et son antenne locale, avec le département, avec la région et avec la ville, et également avec les instances qui gèrent la plaine du Var. Donc un travail très très fin dans ce millefeuille territorial qui a permis cet ancrage et cette pertinence de ce projet dans son territoire. Et puis Altarea Cogedim était foncière également et donc a pu prendre des engagements en exploitation qui étaient clés pour la réussite de ce projet. Pour l'axe 2, l'axe de la maîtrise d'œuvre, l'axe du projet, cet axe va permettre l'intégration d'un certain nombre de contraintes et d'opportunités territoriales. Le PLU d'une ville, ou le PLUI, etc., le PLUM, vont permettre d'imposer un certain nombre de contraintes, mais tout n'est pas écrit dans une politique territoriale. Il faut aller chercher les informations, voir comment une politique biodiversité, une politique environnementale à l'échelle soit de la métropole, soit de la collectivité territoriale sont engagées, sont construites et ne sont pas forcément obligatoires. Et donc le label biodiversité va forcer, imposer ou accompagner la maîtrise d'œuvre dans la compréhension de ces politiques et leur intégration dans le projet. Ce qui va nous permettre aussi de nous poser un certain nombre de questions sur les continuités écologiques. Et dans certains cas, un projet peut être contributeur d'une continuité écologique à l'échelle régionale. Et ça, c'est très positif pour un projet de pouvoir sortir, de pouvoir s'exporter au-delà de sa parcelle. La question du paysage, évidemment, favorable à la biodiversité, mais durable dans son ensemble, dans son approche sur les sols, sur l'eau, sur les plantations va être clé, et le paysagiste va être un acteur clé de la labellisation de biodiversité. Mais de la même façon, l'architecte va être un acteur important et va être questionné sur
sur l'architecture écologique. Et puis, je vous ai mentionné tout à l'heure la protection des espèces. Cette protection des espèces peut être, si elle est anticipée, un atout pour le projet, peut être transformée d'une contrainte en une opportunité qui va être mise en valeur. Et là, je vous ai mentionné une copromotion entre Emerige et ICAD qui s'appelle les Ateliers Vaugirard à Paris et qui a permis de travailler très très finement dans les façades l'intégration d'un certain nombre de biotopes artificiels que sont des nichoirs à oiseaux et à hirondelles pour que chaque balcon soit végétalisé et puisse avoir accès à ces nichoirs. Et donc, c'est aussi une expérimentation. Évidemment, nous allons voir si ça marche, si c'est une contrainte, et nous allons capitaliser sur ces tests. Je mentionnerai également la toiture végétalisée qui a été transformée en sanctuaire de biodiversité et partagé avec un projet d'agriculture urbaine. Et puis nous avons fait un travail très poussé également sur les balcons, puisque vous verrez que les balcons sont très vitrés, et donc un travail très fin de vitrophanie a été fait pour limiter les impacts potentiels de ces vitres sur les oiseaux. L'axe 3, à travers ce simulateur, ce calcul, il va aider plusieurs valeurs à émerger. Il va aider l'intégration au projet d'un certain nombre d'éléments naturels préexistants au site. Donc, on peut avoir des arbres nature à conserver. Nous pouvons avoir des éléments naturels comme une mare, un bois, une marge, une haie, qui peuvent être sauvegardés et intégrés au projet. Et donc, cet axe 3, il va permettre de valoriser cela. Il va également permettre de réfléchir au-delà juste du nichoir, de l'hôtel à insectes, de la ruche, de réfléchir à des dynamiques globales. Si on met un nichoir pour une mésange, mais que mange cette mésange, comment est-ce qu'elle se reproduit, comment est-ce qu'elle hiberne, comment est-ce qu'elle migre, etc. Cet axe va nous permettre de créer des dynamiques complètes et donc derrière de s'assurer que nous puissions accueillir ces espèces dans de bonnes conditions. Ça va être un outil qui va également mettre en valeur les efforts de végétalisation qui sont fournis par la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Et comme c'est un calcul, les ingénieurs aiment bien les calculs, il va permettre de créer un dialogue et une négociation finalement positive entre les acteurs du projet pour atteindre tel ou tel niveau d'excellence dans ce label. Et donc là, j'ai mentionné le site de Prologis à Marly-la-Ville, où le paysagiste et l'écologue ont eu un échange extrêmement fructueux, et donc on a une diversité d'habitats écologiques assez phénoménale sur un espace qui n'est pas si grand finalement, avec la création et la conservation d'une mare forestière. Donc dans un anthropologique, c'est assez intéressant, de bench, mais aussi de vergers pour les utilisateurs. Donc l'axe 4 a également été travaillé évidemment dans ce projet. Et je termine sur l'axe 4, qui est l'axe de l'utilisateur. Donc nous avons des développements de bénéfices qui sont structurels dans cet axe 4, des bénéfices perceptibles comme les vues sur la nature, l'accès à des parcs, les bénéfices sensoriels, sentir des odeurs de nature, entendre les bruits d'oiseaux, etc. Tout ça participe au design biophilique qui est clé dans cet axe 4. Mais il y a également les bénéfices imperceptibles quand on travaille les îlots de fraîcheur dans cet axe 4, quand on travaille la question des allergènes, quand on travaille le bon positionnement du mobilier à l'ombre de certaines plantations, etc. Ce sont des bénéfices imperceptibles que nous offrons aux futurs utilisateurs et qui vont participer à leur santé, à leur confort, à leur bien-être à long terme. Et puis, il y a une logique d'utilisation proactive des espaces verts par l'utilisation d'aménagements spécifiques, des jardinières bien placées, des agrès sportifs, des panneaux pédagogiques, etc., qui vont être bien placés, qui vont être des appels à l'utilisation des espaces verts. Et puis, évidemment, les services culturels sont un élément clé de cet axe 4, avec une pédagogie écrite à travers des panneaux, à travers
des pages Facebook, à travers des applications mobiles, etc., qui vont valoriser la biodiversité du site et permettre leur appropriation par les utilisateurs, et des services pédagogiques également oraux, écrits, et oraux, à travers des animations, des ateliers qui peuvent être programmés par le preneur ou les premières années par la maîtrise d'ouvrage. Et là, je mentionnerai un exemple qui est le projet Home à Issy-les-Moulineaux, développé par ICAD, qui a développé des balcons individuels que sont des havres de jardin, des petits havres de jardin pour les utilisateurs, avec toute une réflexion qui est menée autour du label WELL également, mais le travail de conception qui a été mené avec un maître Feng Shui. Donc, moi, c'était une première d'avoir un écologue et un maître Feng Shui autour de la table avec l'architecte. Mais ça nous a permis de développer justement tous ces travaux, et nous avons également utilisé la toiture pour développer cet axe 4 de façon très poussée. Ce sont des exemples un peu rapides évidemment, mais faute de temps. Alors, à cette question de à quoi ressemble un projet labellisé Biodiversity, est-ce qu'elle crée justement une valeur identifiable? Moi, je répondrais que finalement, il n'y a pas une valeur, mais il y en a au moins 65. Voilà, je vous ai sorti la combinatoire des étiquettes, des notations possibles du label Biodiversity. Évidemment, c'est une boutade, mais pas tant que ça, puisque là, vous avez les niveaux bases possibles. Donc, tous les labels qui ont eu l'excellence en bleu sur l'axe 1, en rouge sur l'axe 2, etc. Donc, finalement, tous ces projets vont avoir une histoire différente qu'elles vont raconter et qui auront une vision différente de l'extérieur. Et ce sera encore différent quand pour les niveaux performants qui auront visé 2A, donc 2 niveaux d'excellence dans 2 axes différents. Et donc, chaque projet, finalement, aura une histoire vraiment différente, et également pour les niveaux excellents, aussi. Donc finalement, le label Biodiversity, c'est un cadre d'excellence, mais qui n'est pas prototypé. C'est un cadre d'excellence aux multiples facettes, et la complexité et la difficulté de son référentiel fait en sorte que chaque projet soit unique, mais chaque projet porte une excellence. Et donc, ce qu'il faut quand on lance un projet de biodiversité, ça c'est un message que je vous envoie, c'est qu'avant de lancer des études, etc., c'est déjà de définir quelle est votre stratégie, à quel défi de l'immobilier vous allez répondre, et sur quelles valeurs, sur quels axes vous allez construire votre projet et votre stratégie de biodiversité. Voilà. Et maintenant que j'ai fait cette présentation un peu théorique, nous allons avoir le retour d'expérience des maîtres d'ouvrage après 6 ans d'expérimentation, de réalisation, de pots cassés peut-être. On est là pour se dire les choses et de faire avancer le discours. Donc, l'ordre alphabétique a donné Olivia d'abord, donc merci beaucoup Olivia pour ce retour. C'est moi qui passe les slides, donc à votre écoute. D'accord. Bonjour à tous. Merci pour ces présentations déjà très riches. Moi, je voulais témoigner peut-être de l'expérience de Bouygues Immobilier. Alors, la première question qui m'était posée, c'est la slide d'après, c'est pourquoi finalement un acteur de l'immobilier s'engage sur ce sujet de la biodiversité. Et après, on verra comment le label Biodiversity peut l'y aider. On sait aujourd'hui, et ça a été reprécisé dans le rapport de l'IPBES en mai dernier, que sur les 5 causes majeures de déplétion de la biodiversité, la première, la plus importante, c'est celle du changement d'usage des terres, des sols. Et donc, l'artificialisation des sols, c'est un des premiers facteurs d'érosion de la biodiversité. On sait aussi que 68% de cette artificialisation des sols, elle est due à l'habitat. Et que sur ces sols artificialisés, il y en a 64 qui sont imperméabilisés. Et de fait, le métier du promoteur immobilier, quelque part, qui crée du neuf, qui crée de l'habitat, mais aussi bien sûr des zones d'activité, et qui, par nature, dans sa conception,
fait des bâtiments finis, souvent en béton, même s'ils sont en bois, imperméabilise les sols de par son activité. Donc, on a un rôle très important, une responsabilité très importante là-dedans, de minimiser, je dirais, notre impact qui est de toute façon inhérent à notre métier sur la biodiversité. Et donc, je pense que le promoteur immobilier doit d'abord minimiser et travailler à minimiser son impact sur la biodiversité. Et puis, vous l'avez beaucoup rappelé, Pierre, comme Tolga, aujourd'hui, il y a une réelle attente des villes et donc ça a été reconfirmé un peu pendant cette période de Covid où les ventes de maisons, même à la campagne, etc., se sont multipliées. Aujourd'hui, il y a une réelle attente de nos habitants pour une reconnexion à la nature, même en milieu dense. Et donc, bon, voilà, il y a quelques chiffres. Là, 8 Français sur 10 veulent habiter à proximité d'un espace vert. 7 Français sur 10 prennent plaisir à s'occuper d'un jardin. On voit que c'est une réelle attente des Français eux-mêmes, donc nous, de nos clients finalement finaux, mais aussi des collectivités avec lesquelles on travaille. Moi, j'ai été très marquée l'année dernière, en septembre, par le témoignage de Daniel Breuiller, donc vice-président de la métropole du Grand Paris, qui est venu parler à nos équipes de son inquiétude, en fait, sur une métropole comme celle du Grand Paris, qu'elle devienne invivable, malgré le fait qu'elle soit très attractive économiquement. Et pour lui, mettre du vert dans la ville de demain, c'est une réelle réponse. Alors, bien sûr, sur les enjeux de bien-être, comme vous l'avez dit, mais demain aussi de rafraîchissement face aussi à la question du dérèglement climatique et à tout ce qui est nécessaire pour adapter demain nos territoires à des climats plus chauds. Donc, voilà, donc ça, c'était juste des éléments de réponse pour vous dire pourquoi nous, on s'engage sur ce sujet-là de manière forte. Si tu peux passer la slide d'après. Comment on a procédé à cet engagement? Alors, notre engagement historique, il est clairement sur le label Biodiversity. Ça a été pour nous un aiguillon très fort depuis 2014. On a plus de 14 projets aujourd'hui labellisés, dont la plupart sont labellisés Biodiversity Construction, qui est l'objet de la conférence d'aujourd'hui. Et on s'était fixé un objectif entre 2016 et 2020 de labelliser plus de 8000 logements, d'engager plus de 8000 logements dans cette labellisation. C'est chose faite. Je crois qu'on est à 8400 logements. Et entre-temps, on a aussi fait l'expérimentation du label Biodiversity Ready à l'échelle d'un quartier. Je reviendrai très rapidement dessus, mais c'est aussi important pour nous puisqu'on a toute une partie de notre activité qui est de l'aménagement de quartier. On n'a pas encore testé le Biodiversity Life. Ça ne saurait attendre. C'est la next step. Donc ça, c'est historique chez nous, cet engagement, et on reviendra un peu sur l'apport du label pour nous. Un des premiers rapports, d'ailleurs, ça a été de nous mettre en contact avec tout un écosystème de partenaires, dont à la LPO, de qui on est partenaire depuis longtemps et qui nous a aidés très concrètement sur certains projets. Et puis là, plus récemment, on s'est engagé plus publiquement, plus fortement, en signant notamment la charte Métropole Nature, donc de la métropole du Grand Paris que je vous citais, en étant les premiers à déposer un plan d'action et donc à être labellisé Métropole Nature. Et puis en ayant signé plus récemment Entreprises engagées pour la nature, Action Nature France, qui nous paraît être un très bon levier d'engagement pour les entreprises. Si je veux revenir un petit peu sur l'engagement du promoteur, je pense qu'il est extrêmement important en fait à chaque étape de son. Alors c'est la slide d'après, excuse-moi Tolga, je reviendrai à la fin là-dessus. Je pense qu'il est extrêmement important en fait voilà, il est extrêmement important à chaque étape de son projet, de sa stratégie foncière. Est-ce que finalement il va participer à artificialiser les sols ou pas? À la conception, et là on a bien entendu, ça fait vraiment résonance avec les axes que tu as donnés à l'instant du label sur l'axe 2, donc déjà les ambitions du projet sur l'axe 1, sur l'axe 2 vraiment la conception, quelles sont les ambitions qu'on met dans cette phase de conception. On voit très bien qu'on peut tout à fait réduire l'imperméabilisation des sols en travaillant sur notre conception et augmenter la part de surfaces favorables à la nature. Et puis après, il y a des impacts sur la phase de construction-réhabilitation, et notamment en phase chantier. Est-ce qu'on lutte contre les espaces invasifs ou pas? Et puis la phase de commercialisation, c'est aussi celle qui va être celle de l'axe 4, où on va sensibiliser nos preneurs et on va être capable de leur transmettre le flambeau quelque part de ce qu'on a créé, ce qui n'est pas toujours simple pour un promoteur
immobilier qui finalement rend les clés et n'est pas foncière, donc ne reste pas forcément sur les lieux. Et donc cette phase d'exploitation, on peut aussi disons, la conditionner tout en ayant une limite par rapport à ça. Est-ce que tu peux mettre la slide d'après? Je voulais juste vous faire un petit retour d'expérience sur la labellisation de nos projets et ce qu'on a pu en tirer en vous racontant quelques histoires par rapport à ça. Donc là, je vous ai mis 4 projets. Le plus historique en haut à gauche, c'est l'écoquartier de Fontpré à Toulon. Donc c'est le premier écoquartier labellisé Biodiversity. Il y a 10 000 m² d'espace vert. Il y a dans cet écoquartier, c'est intéressant parce qu'il y a à la fois du résidentiel, mais il y a aussi des résidences et services pour seniors, etc. Et donc, ce qui a été très important pour nous et l'apport de Biodiversity Construction là-dessus, ça a été déjà d'être là, de venir dans la phase de conception du projet, rehausser nos ambitions, nous diriger aussi vers la LPO qui a aidé vraiment à la sensibilisation des équipes, à la fois de réalisation, mais aussi derrière des syndicats, et qui a été vraiment un peu le gratte-poil de ce projet-là pour nous remettre dans le droit chemin, parce que ce qui est extrêmement difficile, c'est quand même d'avoir des belles ambitions d'un projet, mais après de les faire vivre sur un temps très long. Donc là, ça a été aussi ce maillage avec, t'en parlais tout à l'heure Tolga, un partenaire local, la LPO, qui nous a vraiment aidés sur ce quartier. Et puis, c'est un des quartiers aussi où on a vraiment fait attention à la faune, à remettre des nichoirs, etc., et qui donne un aspect particulier à ce quartier-là. Alors, le label aussi, il a été un bon tremplin de communication externe. À droite, c'est le projet qui s'appelle Camélia, qui est simplement un projet résidentiel, mais c'était le premier projet labellisé en Pologne. Et du coup, il a fait beaucoup parler de lui aussi grâce à cette labellisation. C'est quelque chose qui a motivé très fortement nos équipes en interne. Et ce qui était très intéressant aussi, c'est que les équipes ont été accompagnées depuis la France et après depuis avec des acteurs locaux pour réaliser cette labellisation. Et on a trouvé que c'était très intéressant et que ça avait vraiment entraîné un engagement des équipes assez fort en interne. Et il y a des projets aussi qui ne sont pas sur cette slide, mais on a eu des témoignages d'équipes qui disaient finalement, de manière générale, on faisait déjà appel à des paysagistes, on avait une approche plutôt esthétique de nos projets paysagers, et en adoptant cette démarche du label, on est vraiment allé chercher la question du potentiel écologique, dont vous parlez en axe 3, et on n'aurait pas travaillé ce potentiel-là de manière spontanée. Il ne faut pas oublier qu'un promoteur immobilier, il livre des espaces normalement finis. Enfin, son métier, c'est plutôt un métier d'ingénieur, de livrer des espaces finis, s'appuyer sur des sciences exactes et intégrer le vivant dans ses projets. C'est quelque chose d'assez nouveau qui nécessite des compétences, qui nécessite d'aller chercher un écosystème. Et le fait de faire cette labellisation, c'est vraiment quelque part un outil très pédagogique aussi pour nos équipes qui peuvent s'engager là-dedans. Et puis pour finir, donc en bas, alors c'est Cœur Université, c'est un autre projet. Donc là, c'était un peu différent, c'est le label Biodiversity Ready, c'était une démarche pilote de préfiguration. Ce que je voulais retenir sur ce projet-là, c'est plutôt par rapport à l'axe 4. On a livré dans ce cadre-là un bâtiment avec des jardins potagers sur le toit. C'était vraiment attirant pour les acheteurs en fait d'arriver, de savoir qu'il y aurait cette espèce de respiration sur le toit. Mais c'était un challenge pour nous de faire vivre vraiment ces espaces et de transmettre quelque part, puisqu'on a décidé de financer pendant 2 ans une association qui allait animer ces espaces-là et commencer à transmettre cette animation aux habitants. Et le challenge pour nous, c'est un peu ce qu'on disait sur l'axe 4, c'est de passer le flambeau et de faire que le preneur soit déjà d'une part sensibilisé à tout ce qui a été fait sur le projet, mais aussi puisse se saisir dans la phase d'exploitation, puisse adopter les bons réflexes et s'organiser aussi, parce que c'est des résidences avec beaucoup de particuliers, et s'organiser pour continuer à faire vivre les espaces verts qu'on a développés sur nos projets. Donc voilà, si je résume, je dirais que ce label, il nous permet d'aller quelque part plus loin que nos réflexes habituels qui vont être plutôt sur l'esthétique. Donc il nous permet d'aller plus loin. Il nous guide aussi sur l'expérience du vivant qu'on peut donner à nos preneurs.
Il nous permet de déployer des partenariats locaux. Et puis, il nous met en relation avec un écosystème de sachants et il complète nos compétences. Donc, c'est très fort. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait des rex de nos projets de manière assez pointue dernièrement. On a regardé sur chacun des axes quelle était notre performance. Et ça, j'ai trouvé que c'était un exercice très intéressant de voir que sur certains axes, on était bon assez naturellement, notamment ceux du début, les ambitions du projet, etc. Mais que sur d'autres, on pouvait vraiment progresser. Et donc, ce qu'on est en train de faire en ce moment pour aller plus loin, c'est de développer des outils, de standardiser des outils qui vont nous permettre d'obtenir ce label plus facilement. Voilà, comme des legs d'engagement type en amont des projets, comme des go, no-go qui permettent à une équipe de savoir tout de suite si elle est éligible ou pas au label et si elle peut se lancer dedans. Voilà, c'est de bien expliquer le projet de la labellisation, les prix. Donc, c'est des choses qu'on essaie de fluidifier en interne. Je ne veux pas prendre trop de temps sur Sabine, donc je vais peut-être m'arrêter là. J'avais juste une dernière slide si tu remontes et je vais ouvrir juste là-dessus très rapidement. Je laisse Sabine prendre la parole. Enfin, voilà, tout ce que je voulais dire, c'est que la next step pour nous, c'est maintenant d'avoir aussi une démarche quantitative. Voilà, on s'est fixé un objectif de 25 projets de biodiversité positive d'ici 2025. Le label permet de regarder le potentiel écologique sur l'axe 3. Mais nous, on a envie d'aller un petit peu plus loin aujourd'hui, en tout cas dans une démarche quantitative, de voir aussi l'état initial du site. Alors, je sais que c'est des points bonus dans ce label construction, de dire est-ce qu'il y a eu un potentiel écologique augmenté par rapport à l'état initial du site. Moi, je trouve aujourd'hui que c'est une réflexion très importante, notamment au vu de ce que je disais au début sur l'artificialisation des sols, l'imperméabilisation des sols. C'est finalement, en dehors du projet lui-même, qu'est-ce qu'on a apporté par rapport à l'état initial du site et est-ce qu'on s'est dirigé vers des sites déjà imperméabilisés? Est-ce qu'on s'applique à construire la ville sur la ville en la rendant de plus en plus vivable et verte? Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivia. Je ne savais pas qu'il y avait 14 projets de bug immobilier labellisés. C'est vraiment impressionnant et ravi d'avoir ce retour. Et sans transition, merci beaucoup, Sabine, pour votre retour d'expérience. Très bien, merci. Bonjour à tous. Merci pour les présentations qui ont été faites juste avant. Ça a bien recadré le sujet et puis je vois qu'on est tous finalement assez alignés. La première question que vous m'aviez posée, c'est de savoir pourquoi Gessina s'intéressait finalement au sujet de la biodiversité. Moi, je pense que la biodiversité, c'est juste un enjeu essentiel des décennies à venir. Tu peux passer le premier slide, Tolga, si tu veux. Qu'on soit un acteur de l'immobilier ou un acteur de la société, quel qu'il soit, de toutes les manières, on est en train de vivre la 6e extinction de masse, en fait, tout simplement. Et je pense que c'est pour ça que je pense que s'il y a un seul sujet dont on devrait se préoccuper dans nos directions RSE, en réalité, c'est celui de la biodiversité, parce qu'on est en train de tuer le monde du vivant à travers l'ensemble de nos comportements. Alors, la difficulté qu'on a après quand on est une entreprise, finalement, c'est d'en faire prendre conscience et puis d'être en capacité d'en parler, donc de comprendre de quoi on parle, parce que le sujet est tellement large, tellement important. Et puis quand on est une entreprise, on a aussi besoin de le mesurer et puis de voir si c'est un impact business ou pas. Donc on part d'un sujet qui est majeur, qui concerne tout le monde, et puis à un moment donné, il y a cet effet d'entonnoir, il faut le ramener à une problématique d'entreprise pour réussir à mobiliser les collaborateurs. Je vais passer au slide suivant. Et donc le sujet, ça a été aussi d'expliquer à nos collaborateurs qu'il y avait en effet aussi des enjeux business finalement. Enfin, même si je pense que ce n'est pas le premier sujet, mais on est en capacité de redécliner ça sur des sujets business quand on parle de biodiversité. Parce qu'en effet, alors je ne vais pas revenir dessus, vous l'avez évoqué dans vos exposés précédents, mais ça participe à des îlots de fraîcheur, ça participe à de l'efficacité énergétique, ça participe à des attentes que peuvent avoir des clients ou les usagers en termes de biophilie, de bien-être. Ça participe aussi à recruter des talents quand on est une entreprise engagée, donc c'est aussi un facteur d'attractivité. Ça crée du lien social, enfin bref, tout ça n'a que des enjeux, des résultats très positifs quand on travaille le sujet de la biodiversité. Alors ensuite, chez Gessina en particulier, tu peux passer le slide suivant, le sujet de la biodiversité est un engagement historique. Vous évoquiez Yves Delstein tout à l'heure, je sais peut-être qu'il nous écoute encore.
C'est à son initiative, finalement, qu'à l'époque, Gecina s'est engagé très fortement sur ces sujets de biodiversité. Dès 2008, la fondation d'entreprise Gecina avait dans ses piliers, dans les initiatives qu'elle soutenait, le sujet de l'environnement, le handicap d'une part et l'environnement d'autre part, notamment justement avec la LPO sur ces sujets-là. Et puis surtout, dès 2011, Gecina a été la première foncière à mettre en place un indicateur de performance de la biodiversité. En 2012, elle a travaillé un programme, un plan sur lequel elle a proposé la stratégie nationale de la biodiversité qui a été reconnue ainsi, etc. Donc on voit bien que c'est un engagement historique et on essaie à chaque fois d'être un peu plus précurseur, d'aller toujours un peu plus loin au fur et à mesure de notre état des connaissances et de la maturité aussi des entreprises à comprendre ces sujets-là. Et donc c'est la raison pour laquelle notamment nous avons été, alors que très vite déjà dans un premier temps on a travaillé sur des indicateurs autour de la biodiversité et notamment celui du CBS qui permet de mesurer finalement les parcelles qui ont de la production en équivalent pleine terre, donc c'est pour aussi répondre au sujet de l'artificialisation des sols qu'on évoquait tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle aussi nous avons été à l'époque membres fondateurs du CIBI. Donc aujourd'hui, et je vais revenir un peu plus en détail après, en effet, notre politique, elle va vers un objectif de 100% de labellisation de nos surfaces, biodiversity, et biodiversity life aussi, qu'on est en train de travailler avec le CIBI, mais c'est accompagné de tout un panel d'outils et de politiques internes. On évoquait là celui-ci, le fait qu'on a émis un contrat cadre de gestion des espaces verts qui sont tous gérés de façon très écologique et qu'on a sorti tout ce qui était produits phytosanitaires de la gestion de ces espaces. Mais globalement, notre politique va travailler spécifiquement, et je ne reviendrai pas spécialement dessus puisque Olivier l'a déjà beaucoup évoqué, sur le sujet d'éviter l'artificialisation des sols et de favoriser la végétalisation en pleine terre. Moi, mon sujet est surtout de se dire comment je fais en sorte que tout le monde comprenne les sujets de biodiversité, comment je fais en sorte que chaque acteur dans l'entreprise comprenne ces sujets-là pour être en capacité d'agir. Et donc, pour revenir après à la question des outils, on peut passer au slide suivant, Tolga, voilà la façon dont ça se décline chez nous. Au fond, on a un sujet qui est de se dire, si je veux que tout le monde travaille sur les sujets de la biodiversité, il faut que je les aide à comprendre. Et donc, on a mis en place toute l'année dernière toute une série de fiches de bonnes pratiques qui sont vraiment un peu j'allais dire, même pas forcément les b.a.-ba d'ailleurs de la biodiversité. Ça peut être soit des quick wins. Alors, des quick wins, c'est comment je fais pour améliorer un sol, comment j'installe un potager, comment je peux compléter un massif, etc. Ou des choses parfois beaucoup plus structurantes sur des actions complexes de mise en place d'une toiture vivante, sur des actions plus complexes d'intégrer l'agriculture urbaine à des projets d'immobilier, etc. Donc, on a mis en place, on a travaillé avec un certain nombre d'équipes, toute une série de fiches de bonnes pratiques qui sont mises à disposition de l'ensemble de nos collaborateurs pour que quand ils rentrent dans un projet immobilier, non seulement ils savent qu'ils ont l'objectif d'être biodiversity, mais en plus, ils ont des outils très concrets, des solutions. L'autre chose très concrète qu'on a mise en place aussi, ce sont des audits de nos immeubles. On a inventé une fiche d'identité en termes de biodiversité de chacun de nos immeubles qui va faire une photo finalement du niveau de biodiversité du bien immobilier en question et qui lui donne également son potentiel de développement sur des critères qui sont assez variés, qui vont de la qualité écologique de l'immeuble, des services rendus, de la bonne gestion ou pas de cet immeuble en termes de biodiversité et d'adhésion des utilisateurs. Cette fiche est très facile à remplir. Je vous donne une anecdote. On a testé d'abord sur les premiers immeubles avec
des responsables techniques. Et vous n'imaginez pas la joie, finalement, en termes de retour d'expérience des responsables techniques qui, eux, ont l'habitude, en général, d'être sollicités sur un sujet d'ascenseur, de chaudière, etc., enfin des problématiques techniques. Et quand on leur a dit, ben non, là, il va falloir que tu ailles regarder l'état de la biodiversité sur le site sur lequel tu travailles, avec toute une série de questions, finalement, c'était une bouffée d'air frais. Et ils nous ont dit, on adore faire ça, mais on n'avait pas forcément les outils. Voilà. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que je pense que il faut qu'on arrive à diffuser cette connaissance des outils, cette capacité à mesurer auprès non seulement de nos équipes, mais aussi auprès de nos clients. D'où l'importance de mettre en place des ateliers de sensibilisation, d'où l'importance du Biodiversity Life aussi, parce qu'on va être dans cette continuité du travail de la biodiversité dans l'exploitation de l'immeuble. Donc nous, au final, pourquoi on travaille ces sujets de biodiversité et comment ça se traduit dans notre politique, ça se traduit par des objectifs en termes de végétalisation en pleine terre. On refuse qu'on ait moins de 25% de nos surfaces végétalisées qui ne soient pas en pleine terre. Alors je vous rappelle que Gessina, on a un patrimoine qui est parisien. Hein, donc c'est compliqué d'avoir de la surface végétalisée. On s'est fixé pour objectif d'avoir 100% des immeubles en développement qui soient labellisés biodiversité. Aujourd'hui, on a 92 000 m², pas loin de 93 000 m² de nos surfaces qui sont labellisées biodiversité. Et on a pas loin de 110 000 m² qui sont actuellement en cours de labellisation. Et puis, on a mis en place toute une politique pour impliquer effectivement les occupants de nos immeubles sur ces sujets de biodiversité. On a mis en place des ateliers de labellisation. On a programmé de sensibilisation, et on a programmé toute une série d'animations ainsi auprès de nos clients. Alors après, si on va plus spécifiquement sur le sujet du label Biodiversity, pourquoi on pourrait penser que c'est intéressant ce label Biodiversity? Beaucoup de choses ont déjà été dites, mais je voudrais insister sur quelques points en particulier. Déjà, ça nous aide à renforcer tout simplement notre politique en termes de biodiversité. On a ce dialogue en permanence et l'échange que nous avons avec les assesseurs, l'échange que nous avons avec l'ensemble des équipes techniques nous réinterroge. Je parlais tout à l'heure, Tolga, des différents profils. Finalement, ça réinterroge toujours notre ambition en termes de biodiversité et comment aller plus loin sur le sujet. Mais après, fondamentalement, moi qui suis un peu une obsédée de il faut que tout le monde comprenne ces sujets-là pour être capable de les mettre en œuvre, je pense que le fait de systématiser l'intervention d'un écologue fait qu'à un moment donné, parler biodiversité rentre dans le langage de tout le monde, que ce soit avec les acteurs internes de Gessina ou les acteurs externes. Le label Biodiversity permet à tout à chacun de monter en compétence sur ces sujets de biodiversité tout au long de la vie d'un projet. Et ça n'a pas de valeur. Enfin, c'est juste fondamental. L'autre point sur lequel je voudrais insister quant au label Biodiversity, qui me semble important, c'est le label qui prend en considération l'utilisateur. On nous force finalement dans la conception de l'immeuble ou dans la réhabilitation, souvent en ce qui nous concerne, de tout de suite intégrer le fait qu'il va falloir donner de l'accès à ces espaces verts, qu'il va falloir penser des animations, qu'il va falloir faire en sorte que l'on vive réellement avec ce monde du vivant, et que c'est effectivement, comme tu le disais, Tolga, c'est pas juste checker, voilà, avoir juste le label pour avoir le label, c'est faire en sorte que ça participe à une façon de vivre la biodiversité aussi un peu différemment. Et puis alors, le dernier point, alors, je le formulerai plutôt comme un espoir, parce que je pense que ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Avoir un label qui permet de faire la synthèse finalement d'une ambition pour une entreprise sur ces sujets de biodiversité, c'est aussi finalement une façon de rayonner, de communiquer sur notre performance. Et quand je dis que je vais exprimer ça un peu comme un espoir, c'est qu'aujourd'hui, tous les directeurs RSE font ce qu'on appelle des roadshows extra-financiers et vont communiquer sur les marchés sur l'ensemble de leurs performances extra-financières. Et bien, ils sont bien rares les investisseurs qui nous interrogent sur notre politique de biodiversité. On nous demande bien souvent quelle est notre performance carbone, quelle est notre performance énergétique, enfin voilà, des choses qui sont
plus facilement probablement quantifiables, qui semblent faire davantage partie du spectre d'intervention d'un acteur de l'immobilier. Or, moi, je pense qu'il est de notre responsabilité de travailler sur ces sujets de biodiversité et que, quelque part, le label Biodiversity est un bon indicateur aussi pour aller communiquer au marché de cette performance. Faudrait-il maintenant que ces investisseurs extra-financiers prennent en considération cet élément-là dans l'évaluation qu'ils font des entreprises. Donc, ça donne une piste de travail et de réflexion pour les années à venir. Merci beaucoup Sabine. Effectivement, je l'avais dit au début de mon intervention, mais on a eu cet appel des 30 investisseurs qui demandaient justement ces indicateurs. Je pense que vu que ça vient un peu de tous côtés, on va finir par y arriver. Et merci beaucoup pour votre intervention et cette vision. On comprend mieux pourquoi une foncière comme Gecina, finalement, a fait ce choix stratégique de labelliser l'ensemble de son patrimoine et tous ses nouveaux projets, ce qui est un choix important. Donc, merci beaucoup. On va presque terminer. On a un peu dépassé notre timing initial et puis je pense que les estomacs se creusent. Pierre a déjà mentionné les nouveaux labels biodiversité. Je ne sais pas si tu veux en dire un petit mot, Pierre, puis ça introduira les épisodes à venir aussi de cette série de webinaires. Je les ai effectivement déjà cités, et puis il y a eu quelques questions auxquelles je me suis efforcé de répondre dans l'onglet questions et réponses que vous pouvez utiliser. Merci à celles et ceux qui posent des questions. En fait, le développement, il est logique et il suit l'évolution du sujet. On a commencé à l'échelle du bâtiment et de son proche environnement, de l'îlot bâti, avec Biodiversity dans son acception initiale que vous avez eue aujourd'hui, dévolue au projet de construction ou de rénovation lourde à cette échelle-là. Le pendant, c'est effectivement l'exploitation, mais l'exploitation a une connotation uniquement de gestion technique. Vous l'avez vu, vous l'avez compris, il y a un enjeu de lien entre les usagers, quels qu'ils soient des consommateurs d'un centre commercial, des salariés ou des employés d'un centre logistique, des collaborateurs de différents utilisateurs, de différentes entreprises utilisateurs d'un immobilier de bureau, des habitants et bien évidemment de plus en plus dans les programmes mixtes d'un ensemble de tout ça. Eh bien, le sujet, c'est leur interaction dans le temps avec le vivant sous toutes ses formes, et c'est donc l'objet de Biodiversity Life, dont quelques projets pilotes sont arrivés à leur terme et qui pourront être l'objet d'un retour d'expérience dans le prochain webinaire. Et puis le troisième volet, c'est Biodiversity Ready. On le voit de plus en plus, les acteurs privés et publics travaillent ensemble avec une notion empruntée aux anglo-saxons qui a été l'objet du thème de notre conférence au CIMI, donc le dernier rendez-vous de l'immobilier, puisqu'il n'y a pas eu de NIPIM cette année, au mois de décembre 2019, la notion de commun, c'est-à-dire que la nature, avec le déplacement des espèces, la fonctionnalité des milieux écologiques, quand on parle de tram notamment, fait fi des frontières administratives. Mais le citoyen, lorsqu'il se déplace dans une ville, fait également fi des frontières administratives. Et donc, qu'un ouvrage soit public ou privé, il doit pouvoir disposer de ses aménités écologiques, environnementales au sens des services qui sont rendus, mais aussi sociales, de répondre à ce désir de nature. Eh bien, Biodiversity Ready a été élaboré et est en cours d'élaboration. C'est un travail fastidieux qui a pris du retard à la demande des aménageurs à l'échelle des quartiers. Donc, vous voyez, c'est un bouquet qui est en train de se constituer pour répondre aux différents enjeux. Et je pense que ce qui est important, comme ça a été souligné par nos deux intervenantes en retour d'expérience, c'est de bien partager les retours d'expérience. Le label, c'est un outil d'excellence qui est complémentaire aux certifications généralistes et qui va vous permettre d'augmenter votre niveau de connaissance et votre niveau de compétence. Et aussi de générer des habitudes de travail avec des acteurs indispensables à associer au projet. Certes, l'architecte, mais aussi le paysagiste concepteur et l'écologue. Ce trio-là, dans la maîtrise d'œuvre et dans le conseil, doit être main dans la main avec le maître d'ouvrage.
et puis l'ensemble des parties prenantes, surtout lorsqu'on parle des usages de la biodiversité. Donc, apprendre de nouvelles manières de travailler, apprendre de nouvelles techniques, faire moins mais mieux, ça c'est une condition extrêmement importante. On aura de cesse de le rappeler. La promesse que vous livrez aux citoyens et aux futurs utilisateurs de vos espaces immobiliers par de belles images vertes doit être tenue. Parfois, faites-en moins, mais pensez dans le temps, et le vivant, c'est le temps long. Lorsque le maçon livre un bâtiment, son travail est terminé, il doit une garantie décennale pour conforter son ouvrage. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors que le travail du jardinier, du naturaliste, c'est une promesse, c'est un potentiel, c'est bien le mot que nous avons expliqué, qui vient d'être livré. Donc, Biodiversity, c'est un outil d'excellence qui va vous aider à franchir une marche. Et à côté de ça, partagez avec vos équipes techniques, où que vous soyez situé dans la filière, avec vos homologues, pour partager ces bonnes pratiques. C'est indispensable. Et alors, je fais une invitation ici forte. Rejoignez l'association CIBI. Vous y trouverez du contenu technique important. Vous pouvez contacter Agnès ou Virginie qui sont à l'animation de l'association par le biais de notre site internet pour recevoir les informations. Vraiment, c'est de votre implication que va naître la nouvelle génération de ces labels. Et je dirais qu'on a quand même vu des choses intéressantes aujourd'hui. Le contexte de la crise de la Covid-19 qui serait lié à une zoonose, je ne vais pas tirer des conclusions hâtives. Les investigations, notamment, il y a une synthèse excellente en cours par la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Ces investigations sont en cours. Mais au moins, ça a permis de remettre sous le feu des projecteurs la biodiversité et le fait que ces atteintes pouvaient générer, ça a même été repris dans le discours du président de la République lorsqu'il a annoncé le futur One Planet Summit, là vous savez, Make Our Planet Great Again, le nouveau, malgré toutes les critiques qu'on peut entendre, il l'a dit très explicitement, protéger la biodiversité doit nous permettre de nous prémunir de la résurgence d'autres crises que celles que nous vivons. Et on le voit à l'échelle locale, et c'est bien l'objet du CIBI, avec cette recrudescence, plus de 43% des Français se sont mis à jardiner en plus par rapport aux années précédentes dès le premier mois de confinement. Une étude BNP Paribas, vous en avez cité, mais dit que 81% des Français, l'accès à un espace extérieur, et notamment à une terrasse et un jardin, est le critère numéro 1 qu'ils recherchent actuellement dans leur logement. 17% des Franciliens ont quitté la métropole du Grand Paris entre le 13 et le 20 mars. Je ne vais pas vous faire la liste de tous ces arguments, mais on voit que ces enjeux globaux sont rattrapés par une demande sociale qui est extrêmement forte. Pensons à tous les Franciliens, notamment dans les zones ultra-denses, qui ont eu une double peine avec les parcs fermés et qui, d'urgence, ont besoin, dans des programmes immobiliers, au même titre que dans les aménagements publics, de plus de nature. Donc l'urbanisme tactique doit aussi être vivant ou ne pas être. Et donc, on voit que tous ces sujets se télescopent, mais on le voit aussi, comme nous l'a dit Sabine, vive les roadshows de la biodiversité. Chiche, j'ai envie de dire, et quand on dit ça à Sabine, en général, elle saisit l'opportunité. Il faut absolument, et c'est en train de bouger, que les investisseurs soient convaincus par le sujet de la biodiversité. Et pour reboucler avec tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui, être convaincu, c'est une chose, porter des convictions personnelles, c'est une chose, l'amour est une chose, mais les preuves d'amour, ce que nous permet la labellisation en est une autre. Donc, le mot d'ordre, c'est engagez-vous dans l'association si vous êtes vraiment motivé et ça vous permettra d'accéder à un contenu que vous n'avez pas en étant consommateur du label. Et si vous voulez rentrer dans le sujet, eh bien, frottez-vous au label. C'est une démarche exigeante, mais vous y gagnerez et la cause de la biodiversité en général gagnera également par votre biais. Merci Pierre pour cette conclusion. J'ai plus rien à dire, donc c'est parfait. Normalement, nous allions faire une série de questions-réponses. Au vu du timing, nous sommes dans l'obligation de vous libérer. Ceci étant dit, je remercie vraiment tout le monde parce qu'il y a eu pas mal de réponses qui ont été rapportées au fur et à mesure par écrit. Donc, on continuera peut-être des questions-réponses par mail si nécessaire. Donc, je vais terminer ce webinaire. Tout d'abord, remercier
Sabine Desnaux, Olivia Conil-Lacoste et Pierre Darmé pour d'avoir accepté de participer et la qualité de leur intervention. Je tiens à remercier également 2 personnes sans qui ce webinaire n'aurait pas eu lieu. Il s'agit de Catherine Pouliquin, directrice de la communication et de la RSE de Crédit Agricole Immobilier et qui est également surtout membre du bureau et administratrice du CIBI, et Gwenaëlle Chabourlet, directrice générale adjointe d'Arpas France, qui ont vraiment toutes les deux contribué dans l'ombre, qui ont accepté de contribuer dans l'ombre à ce webinaire. Et puis, merci Élise, Estelle, William et Agnès pour la technique. Merci à tout le monde et merci à nos auditeurs et à nos auditrices pour leur patience sur les petits soucis techniques qu'on a pu avoir, mais qui n'avaient pas l'air très graves. Merci à toutes et à tous. Voilà, bon, je coupe. Ça fait un peu étrange, mais... Merci, au revoir. À bientôt en vrai. Oui. À bientôt en vrai, exactement. Merci beaucoup. Merci. Bientôt. Merci à tous. Merci à tout le monde. Au revoir. Bonne journée.